fois en Ukraine, alors que votre terrain de jeu auparavant était plutôt non politique. Donc, vous n'êtes pas reporter de guerre. Vous avez écrit donc ce livre « La guerre, ce sont les noms propres », Ariane Chemin. Avant qu'on débute, je voulais quand même faire un petit signe à une autre autrice qui aurait dû être parmi nous, Morgane Fatmalka, qui a écrit un livre sur les gazoducs Nord Stream. Mes instructions viennent de plus haut, mais pour des raisons de santé, elle n'a pas pu être avec nous. Donc, comme ça va. Voilà. Oui. Effectivement. Trop près. On va y arriver, on a 1 heure ensemble. La guerre, ce sont les noms propres. Aux éditions du sous-sol, Ariane Chemin. Alors vous n'êtes pas reporter de guerre. Pourquoi vous avez voulu aller en Ukraine? Et est-ce que la guerre, ce sont les noms propres? La guerre, c'est les gens. La guerre, ce sont les gens que vous avez voulu mettre en avant? En fait, le titre du livre, c'est un vers d'un jeune poète ukrainien qui avait 37 ans et qui est mort sur le front, mais qui avait vu son livre de poésie paraître quelques semaines avant qu'il ne décède. Et c'était un auteur très apprécié en Ukraine, et quand j'ai lu cette phrase, c'est vrai qu'elle m'a marquée. Oui, alors je ne suis pas du tout reporter de guerre, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude, je suis reporter, mais j'ai plutôt l'habitude de me rendre en France, voilà, d'explorer des contrées plus proches. Et je crois qu'en fait, c'est parce que j'ai la chance d'être reporter, c'est-à-dire de ne pas avoir ce qu'on appelle une rubrique au sens propre, que quand la Russie a envahi l'Ukraine, j'étais tellement sidérée. Et je dois dire, sidérée, oui, je me suis dit, j'ai la chance d'être reporter, j'ai la chance de pouvoir dire à mon journal, j'ai envie de partir, ou quand on me demande qui veut partir en Ukraine, ce qui a été le cas, j'ai eu la chance de pouvoir dire oui, et même si j'avais une appréhension qui n'était pas tellement celle de la guerre, mais de savoir si j'allais y arriver, quoi. Je dirais que c'est venu d'une sorte d'indignation européenne, démocratique. Et je pense que c'est aussi une indignation qui est un peu générationnelle. C'est-à-dire que moi, je fais partie de cette génération qui a été biberonnée à la paix. Je crois que c'est la formule de Stéphane Douarouzeau, l'historien, qui dit « Nous sommes les enfants gâtés à la paix ». Ça a été mon cas. On m'a toujours dit que la guerre, c'était fini, que c'était la fin de l'histoire. Je me souviens très très bien, je crois que j'en parle dans le livre, d'une émission de Bernard Rapp que j'avais vue à la télévision, où était invité Francis Fukuyama, et on disait c'est la fin de l'histoire. Moi je suis de cette génération-là, un peu d'ailleurs comme mes héros, les héros de ce livre qui est un récit de non-fiction, donc ce sont des personnes qui existent vraiment, ou qui ont existé malheureusement, et qui eux aussi pensaient que voilà, la guerre c'était fini. Et j'ai voulu essayer dans ce livre, d'abord je me suis rendue en Ukraine pour ça, j'ai voulu dans ce livre essayer de raconter ce que c'était que se prendre des obus sur la tête au sens propre et figuré. C'est-à-dire que effectivement, je raconte sur plusieurs pages ce que c'est que se prendre, alors qu'on est en train de manger dans une pizzeria, un missile Iskander, parce que je suis devenue aussi experte en missiles, comme les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui n'y connaissaient rien il y a 4 ans, mais on est obligé, voilà, on a été obligé d'apprendre des mots, et donc j'ai voulu raconter ce que c'était que se prendre une guerre et des missiles sur la tête quand on ne s'y attendait pas, à cause de ce qu'on avait vécu dans son enfance ou dans ses livres d'histoire. Alors, votre ouvrage s'ouvre sur l'enterrement d'un poète-écrivain. Nous sommes à Kharkiv, une ville du nord-est de l'Ukraine, en décembre 2022. Et vous allez très vite chercher à savoir qui était cet homme. Ça fera d'abord l'objet d'un grand article. Et puis, vous rencontrez à cette cérémonie cette romancière qui sera aussi l'une des héroïnes, malgré elle, de votre livre, qui, elle aussi, va mourir quelques mois plus tard. Donc, vous l'avez dit, dans une pizzeria. Il ne faut pas trop... Voilà. Vous allez garder un peu de suspense, même s'il est cette roue du malheur, c'est comme ça que vous l'appelez dans l'ouvrage. Il fallait plus qu'un article pour la raconter, c'est-à-dire qu'au départ, vous faites votre métier et puis après, ça devient un roman. Oui, mais je pense que vous auriez fait exactement pareil, c'est-à-dire que je me trouve effectivement fin 2022 à Kharkiv, qui est une grande ville... extrêmement jolie d'ailleurs, je trouve. Moi, je ne connaissais pas du tout l'Ukraine avant 2022, mais une grande ville universitaire, étudiante, avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et là, donc, la guerre a commencé depuis déjà presque 9 mois. Et on me dit, il y a l'enterrement d'un écrivain, ça secoue beaucoup l'Ukraine. Et donc, je décide de me rendre à cet enterrement dans une église. Et tout est bizarre lors de dans cet enterrement. Il y a pas mal de journalistes ukrainiens qui sont là.
Donc je comprends que c'est quelqu'un qui a une histoire qui a pesé sur l'Ukraine. Et puis il y a les parents de cet écrivain qui avait 49 ans qui semblent épuisés, comme si ils avaient déjà enterré leur fils plusieurs fois. Enfin, ça, je le comprends après coup, parce qu'en fait, cet homme, il a été tué 6 mois plus tôt, en mars, mais son corps a disparu, et finalement, on finit par le retrouver 2 mois après, dans un fossé, où il a été jeté exactement comme ça s'est passé à Boutcha, puisqu'il y a eu en Ukraine plein de Boutcha. Et ensuite, il a été exhumé. On a dit, ben non, c'est pas votre fils. Donc réenterré, puis réexhumé avec des textes ADN. Mais comme c'était un Ukrainien qui avait une coupe de cheveux à la Cossack, il avait une sorte de catogan, donc on a cru que c'était une femme. Donc au fond, on a l'impression qu'ils sont épuisés. On a l'impression qu'ils l'enterrent pour... Et il y a penché sur le... Il y a pas tellement de monde. Et il y a penché sur le cercueil une femme blonde, très belle, avec un teint très pâle, elle est diaphane, elle tient une bougie. Et on me dit, elle a déterré, dans le jardin de cet écrivain qui est mort, qui a été tué par les Russes, elle a déterré le journal d'occupation qu'il tenait pendant les 6 mois où son village a été occupé en 2022. Et donc je raconte ça effectivement dans le journal Le Monde, et puis voilà, ça passe derrière moi. Et effectivement, 6 mois plus tard, j'apprends que cette jeune romancière que j'ai vue pencher sur sa cercueil est morte à son tour. Et effectivement, au début, je me dis comme c'est le titre du livre de Kessel, je me dis c'est le tour du malheur, et je me dis c'est quand même quelle malédiction. Et en fait, je me trompe en disant ça. La vérité, c'est que je comprends après que c'est pas une malédiction, en fait, c'est la guerre. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un dans ma rédaction qui me dit, tu sais, quand les histoires comme ça tournent les ailes, parce qu'une année après encore, en 2024, je me retrouve à Kharkiv, et là, il y a des bombardements monstrueux toute la nuit, et le matin, j'apprends que la maison d'édition où ces 2 auteurs ont publié a été bombardée. Et c'est là que je me dis, mais c'est atroce, quoi, c'est une roue tragique, Et là, je comprends qu'en fait, non, c'est une forme d'acharnement, l'acharnement que la Russie a détruire tout ce qui est ukrainien. Et qu'est-ce qui est plus ukrainien? Je me dis qu'au fond, des auteurs, la littérature, la culture en fait, d'une manière large, et la littérature. Et là, devant cet acharnement, dont je ne dirais plus que c'est le destin, ni la malchance, je me dis, bon, ben, je vais en faire un livre. Et pour répondre à votre question, effectivement, c'était là, je sortais du cadre du quotidien, quoi, parce qu'il fallait que je me plonge dans une histoire plus ancienne, qui est l'histoire qu'entretient l'Ukraine avec sa littérature, l'histoire qu'entretient évidemment l'Ukraine avec l'ancienne Union soviétique, et voilà, je vais essayer d'en faire un livre. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'on est vraiment avec les personnes que vous rencontrez de façon posthume, on va dire, ce Volodymyr Vakulenko, donc c'est cet auteur poète, et puis Victoria Amelina, qui elle est une auteure reconnue plus que lui finalement, et au fil des pages, on va découvrir qui ils étaient grâce aux témoignages que vous allez rencontrer, vous allez sur place. C'est un livre très intéressant aussi d'un point de vue littéraire, parce qu'on ouvre un tiroir et puis finalement on rencontre quelqu'un d'autre, et c'est extrêmement passionnant en fait. Vous avez un grand talent aussi pour décrire ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui était ce Volodymyr Vakulenko, finalement un personnage, comme il y a tant de gens sur Terre et dans ces pays-là qui finalement sont des résistants de l'ombre, ou des gens comme vous et moi, qui finalement ça se finit mal pour eux. Si je suis très franche, Volodymyr Vakulenko, c'est un écrivain un peu raté. Il a 49 ans, il n'arrive pas à percer, et il en ressent une grande amertume. Je pense aussi qu'on prend un peu pour l'original de son village, et je pense que même sa mère le prend pour un original, parce que ça m'avait frappé quand j'avais été voir sa mère. Elle m'avait fait lire les dédicaces que son fils lui avait fait sur son premier livre, et il avait écrit à maman, ton fils écrivain, et je voyais que ça devait être une fierté immense d'offrir ce livre à sa mère. Donc il essayait d'écrire, et puis il passait pas beaucoup, il faut bien le dire. Et si je suis très très franche, pour avoir épluché son compte Facebook, et j'ai demandé à ce qu'on me traduise ses livres, parce que évidemment le malheureux il n'était même pas traduit en anglais. Je ne devrais pas le dire, mais bon, c'est pas génial, quoi. Mais c'est vrai que je me suis complètement attachée à ce personnage que je n'ai pas connu, à cette personne, puisque il écrivait, et il a divorcé 2 fois, il avait un fils autiste. Et ça participait du fait que quand je suis rentrée dans cette église pour l'enterrement, j'ai été aussi très troublée, parce que j'entendais ce fils qui hurlait à la mort, mais je ne savais pas encore que c'était son fils autiste et qu'il avait perdu son père. Et donc son fils ne comprenait pas les histoires qu'il lui disait. Donc il s'est mis à écrire des livres pour enfants, et là il est devenu très bon. Il a écrit un livre qui s'appelle Le livre de papa,
qui a été distribué dans toute l'Ukraine. Donc les gens connaissaient ce livre pour enfants. Et là, il commençait un petit peu à percer. Et voilà. Et donc, il habite dans ce village qui est au nord-est de l'Ukraine. Et la guerre, voilà, l'invasion russe commence le 24 février. Et quasiment 15 jours après, les Russes rentrent dans son village. Ils en font une sorte de base arrière pour attaquer la ville qui est toute proche, qui s'appelle Izium. Et non seulement ils rentrent dans le village, mais ils arrêtent leur char devant la maison de Volodymyr. Beaucoup d'Ukrainiens s'appellent Volodymyr. Et devant même la fenêtre, et devant le bureau devant lequel il écrit. C'est-à-dire que son bureau que j'ai vu, il y a une fenêtre, et puis devant il y avait le... Enfin, je n'ai pas vu les chars, mais ils étaient là. Et il comprend très vite que ça va mal se passer pour lui. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle ces nationalistes ukrainiens. En fait, la vérité, ils sont ukrainiens tout court, mais ils ne sont pas pro-russes, quoi. Et donc, par exemple, il faisait partie des gens du village, il y a eu 1000 personnes dans ce village, qui étaient allées manifester à Maïdan en 2014. Et donc, il en était revenu complètement surexcité en se disant, voilà, il s'était reconnu une identité ukrainienne qu'il n'avait peut-être pas mesurée avant. Et donc, il avait des tatouages avec le trident, et puis il s'était fait donc cette coupe à la cosaque très particulière, rasée d'un côté, puis avec une sorte de queue de cheval, et puis il avait des autocollants ukrainiens sur son ordinateur, et puis quand il allait à l'épicerie du village, il n'y en avait qu'une, quand on lui parlait russe, il refusait de parler russe, donc on le connaissait comme ça. Et comme les Russes sont dans le village, et comme à chaque fois qu'il y a une occupation, eh bien il y a aussi, chaque village a son lot de traîtres, et il se dit, ça va pas bien se passer pour moi, et il commence à être un peu inquiet. Et il commence à écrire le journal d'occupation. Très vite, il n'y a plus d'électricité, ni de réseau téléphonique, ni évidemment de chauffage. Il fait très froid, au mois de mars 2022. Il retrouve un petit cahier d'écolier, et il commence à écrire, et tous les jours, il écrit ce qui se passe. Et puis, une première fois, il y a des soldats russes qui arrivent et qui l'arrêtent. Et ils vont l'interroger dans des maisons que très vite les Ukrainiens appellent les maisons de la Gestapo. Il l'emmène une première fois avec son fils. Il dit, écoutez, vous ne pouvez pas me garder. Regardez, mon fils n'a que moi, ce qui est vrai. Son fils n'avait que son père. Il ne vivait que pour son père, il suivait son père partout. Et donc, il est libéré une première fois. Et la seconde fois, on lui dit, on passera vous voir demain. Il comprend que ça va mal se passer. Et il prend son cahier d'écolier, il le roule, il le met dans un sac plastique. Et il l'enterre sous le cerisier de son jardin. Et puis, le lendemain, les Russes arrivent et il disparaît à tout jamais. Alors, on va parler de Victoria Amelina, donc cette autrice qui arrête d'écrire, on va dire, je vais faire court, vous parlerez d'elle plus avant, mais elle donc commence à entrer dans une organisation qui documente les exactions, et donc elle va partir elle aussi sur les traces de Volodymyr, et elle va aller donc dans son village. Donc Alors elle, c'est l'inverse, c'est une jeune romancière brillante de 37 ans, très occidentale, qui a vécu un temps aux États-Unis, au Canada, qui a suivi une école de narrative non-fiction, et qui est la romancière qui monte. Et quand la guerre éclate, elle habite à Lviv, complètement à l'ouest du pays. Quand la guerre éclate, elle ne peut plus écrire. Elle dit, je ne peux plus écrire de romans. Évidemment, ça m'a fait penser à la fameuse phrase d'Adorno qui disait, est-ce qu'il peut y avoir de la poésie après Auschwitz? Et elle dit, je ne peux plus écrire de romans parce que ce que j'ai sous les yeux, c'est tellement inimaginable que voilà, elle abandonne le roman, elle se met à la poésie un peu, comme Volodymyr Vakulenko d'ailleurs. Poésie qui est un genre très très populaire dans toute l'Europe centrale et aussi en Ukraine. Tout le monde écrit de la poésie, c'est vraiment une sorte j'ai vu des enfants qui écrivaient de la poésie dans des cafés, sur un petit cahier, voilà. Et le genre s'est encore amplifié, si je puis dire, avec la guerre, parce que c'est pratique. On écrit de la poésie, on écrit un poème sur son téléphone, beaucoup de soldats écrivent des poèmes dans les tranchées, et les envoient, et les postent ensuite sur leur compte Facebook, ou les envoient... Et donc, elle écrit de la poésie, puis elle se dit, il faut que je sois utile à quelque chose. Elle s'engage dans une ONG qui documente les crimes de guerre. Pourquoi? Parce qu'un jour, s'il arrive une paix juste entre la Russie et l'Ukraine, il faudra essayer de faire remonter tous ces dossiers dans un tribunal pénal international. Et donc, documenter les crimes de guerre, c'est difficile, ça exige une formation qu'elle suit. Ce sont des rapports qui font plus de 100 pages. Et pour chaque personne dont on estime que c'est une victime civile qui a été injustement tuée, autant vous dire qu'il y en a beaucoup, eh bien il faut faire ces rapports. Et donc quand elle apprend qu'il y a d'abord un écrivain qui a disparu à l'est de l'Ukraine, elle se dit, son nom me dit quelque chose d'abord. Elle se souvient qu'il lui avait écrit, parce qu'elle avait un festival, un peu de ce genre, je dirais, qu'elle avait créé en Ukraine, et lui il avait envoyé un message par Messenger
quelques jours avant l'ouverture du festival, il apprend l'existence de ce festival qui n'est pas loin de chez lui et qui dit est-ce que vous pourriez m'inviter? On est en 2021. Et je pense qu'elle regarde un peu son profil Facebook, il y a un côté un peu gilet jaune, vous voyez, il était très... il n'arrêtait pas d'insulter tout le monde, elle a commencé par Zelensky, rien n'allait jamais. Elle a dû se dire, j'imagine, hein, elle a dû se dire non, ben lui, on est à 3 jours du truc. Elle regarde un peu ses livres et elle lui dit je suis désolée, très poliment, elle lui répond je suis désolée mais je peux pas vous accueillir. Les inscriptions sont closes. Voilà, et il répond extrêmement gentiment. Volodymyr il dit je comprends très bien, mais si jamais un jour vous avez besoin de moi, sachez que voilà, vous avez maintenant mon adresse, mon compte Facebook. Et je pense que c'est à peu près la seule chose qu'elle me raconte quand je la croise dans cette église. Et je ressens à la fois une culpabilité chez elle de ne l'avoir pas invitée. Et aussi, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas trop me parler parce qu'elle comprend que je vais écrire un article pour Le Monde et que je pense qu'en fait elle voulait écrire l'histoire de Volodymyr Vakulenko. Donc elle me parle très brièvement. Et quand elle apprend que la région et le village où habitait Volodymyr, qui n'a toujours pas été retrouvé, est libéré, et que son organisation envoie un message collectif sur WhatsApp qui veut aller s'occuper de documenter les crimes de guerre dans la région d'Izium, tout de suite elle s'inscrit et elle se dit je vais essayer je pense, de rattraper une forme d'indifférence et je vais enquêter sur ce qui lui est arrivé. Et donc elle se rend, effectivement. Et je vais lire un petit peu là. Alors, je vais sauter des petits passages, mais donc Victoria arrive dans ce petit village qui s'appelle Kapitolivka. Quand elle entre dans Kapitolivka le 24 septembre, l'électricité, l'eau, le gaz et la 4G n'ont pas encore été rétablis. 8 habitants du village sont toujours portés disparus. Les champs et la forêt environnante sont minés. La route reliant la région à Kharkiv reste très dangereuse et les habitants du village ne se risquent guère dehors. Victoria est la première civile à venir trouver le père de Volodya. Volodya, c'est Volodymyr. Devant Victoria, le père détaille la scène où il a été enlevé. La scène aussi précisément que possible, mais sa voix s'étrangle quand il faut répéter les derniers mots de Volodya avant de monter dans la camionnette. Il cherche des coupables, ressasse la remarque du voisin ivre qui, 3 jours après l'enlèvement de l'écrivain, flanqué d'un trio de soldats russes, avait ricané derrière la clôture. Tout le monde sait que ton fils s'est rasé la tête pour y inscrire « Gloire à l'Ukraine ». Le père et Victoria se mettent à creuser le jardin puisque le père raconte à Victoria qu'il a enterré donc ce fameux cahier. Victoria essaye de creuser, le père essaye de creuser, personne ne trouve le cahier. Et puis, elle a déjà laissé tomber la bêche quand ses yeux s'arrêtent sur un bout de plastique qui affleure la surface du terrain au pied d'un jeune cerisier. C'est le film de cellophane qui entoure le cahier, enroulé sur lui-même et tenu par un lien, tel un parchemin ancien. Je l'ai trouvé, exulte Victoria en déterrant à main nue le cahier à petits carreaux du sol déjà recouvert en quelques mois de fougères. Elle peine d'abord à détacher les feuilles lourdes d'humidité, mais finit par en décoller les dernières pages. Le noir et le rouge du stylo de Volodya n'ont ni coulé ni bavé sur les 36 feuilles de papier. Elle en lit aussitôt les dernières lignes. Les lignes sont dans l'orage. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cahier de Volodymyr? D'abord, quand elle déterre le cahier, elle dit plus tard, Victoria Amelina, elle dit « J'ai l'impression de déterrer tous ces livres détruits par les Russes depuis 1930. » Parce que du coup, je me suis plongée dans l'histoire de la littérature ukrainienne et c'est vrai que j'étais victime de ce lieu commun qui dit « Oui, tu sais, mais la littérature ukrainienne, c'est pas ça, il n'y a pas grand-chose, etc. » Il n'y a pas grand-chose parce que beaucoup a été détruit par les Russes. Dès les années de 1930, tout ce qui était un peu ukrainien a été détruit. Et donc, de fait, j'étais victime un peu de ce lieu commun que je voulais revisiter. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce cahier? Eh bien, on découvre le récit de 3 semaines d'occupation jusqu'à son arrestation et jusqu'à ce qu'il soit tué, où on voit des jeunes soldats russes qui arrivent et qui disent « On vient vous libérer des nazis ». Et lui, il ne comprend rien, personne ne comprend rien. On voit des jeunes soldats sidérés parce que dans le village, il reste encore des statues soviétiques et qui ne comprennent pas très bien pourquoi il y a des statues soviétiques. On suit un groupe de soldats qui investissent
l'école maternelle et la bibliothèque du village, et qui s'installent là, et qui détruisent tout, et qui brûlent la moitié des livres, qui brûlent les nounours des enfants, qui piétinent tout ce qui est écrit en ukrainien. Je suis rentrée un peu plus tard dans la bibliothèque, et je me souviens de ce spectacle apocalyptique, de cette bibliothèque détruite, et ces livres, et je voyais que les seuls qui n'étaient pas déchirés, par exemple, c'était un livre de Kourkov, Le Pingouin, que vous connaissez peut-être, parce qu'il est écrit en russe. Et ça, celui-là, il n'avait pas été brûlé. Mais donc, voilà, donc Volodymyr, il raconte ça, il raconte au jour le jour l'occupation. C'est un document historique formidable, parce que peu de gens l'ont fait. Alors, de temps en temps, il donne ses propres impressions, il raconte aussi son fils, qui a peur, qui a peur parce qu'il entend des bombardements partout, donc il en fait un jeu, et il dit regarde, alors dès qu'il entend des bombardements, il dit regarde, tu as le droit de te coucher dans la boue et de ne plus bouger pendant 10 minutes. Et son fils est ravi, mais pour essayer de faire de ce danger un jeu. Donc c'est à la fois très personnel, et ça raconte l'occupation d'un village en 2022, tel qu'on l'a pelu au fond. Et puis ça s'interrompt évidemment très brutalement le jour de son arrestation. Et alors, ce livre va être édité, va même être traduit, va même recevoir un prix. Finalement, Volodymyr va acquérir une espèce de célébrité après sa mort, après avoir été trouvé dans un fossé avec parce que dès qu'elle trouve le cahier, je pense que c'est une manière aussi de se rattraper, là j'extrapole un peu, mais du message de refus qu'elle lui a donné. Elle se dit je vais éditer ce livre. Donc elle va d'abord déposer le manuscrit au musée de la littérature de Kharkiv, et ensuite elle cherche partout des éditeurs en disant écoutez, ce sera une manière pour vous de faire vivre cet auteur, de le publier. Donc elle trouve un éditeur, elle en écrit elle-même la préface, qui est formidable d'ailleurs, et elle le présente au Salon du Livre de Kiev, l'ancienne Kiev, moins de 6 mois plus tard, en juin 2023. En juin 2023. Et elle présente le livre, il y a des tables rondes, c'est un gros salon du livre, le salon du livre de Kiev, qui a lieu tous les ans, qui est simplement interrompu en 2022, c'est la force des Ukrainiens. Et voilà, et le salon du livre se termine, et il y a là un auteur, ils ont invité des auteurs étrangers, il y en a un auteur colombien qui est là, avec un diplomate colombien. Ils ont lancé une petite association de défense de l'Ukraine en Amérique latine, où l'esprit commun est plutôt pro-russe que pro-ukrainien. Ils veulent essayer de leur expliquer ce qui se passe en Ukraine. Et le diplomate qui est là, qui est un diplomate très connu, dit écoutez, nous on a assisté au salon du livre, 4 jours c'est bien, enfin, on était quand même très tranquille là. Est-ce qu'avant de partir, on ne pourrait pas retarder notre voyage de 2 jours et que vous nous montriez un petit peu à quoi ça ressemble justement, ces villages qui ont été occupés et qui sont libérés maintenant. Et l'écrivain d'Amérique latine, il n'a pas trop envie d'y aller, il dit tout c'est bien. Il dit lui-même je suis un peu trouillard, parce que j'ai bien passé pendant 4 jours, pourquoi j'irais me risquer à l'est du pays. Mais le diplomate insiste, et Victoria dit Victoria Mina dit je vous accompagne. Au fond, elle doit quitter le pays aussi, elle a aussi ce scrupule de laisser derrière elle les siens. Et donc ils partent 2 jours, ils vont visiter ce village qui a été libéré, et le soir du 2e jour, ils font un dernier dîner dans une pizzeria que Victoria Mina adore, dans une ville qui s'appelle Kramatorsk, qui est assez proche du front. Et ils dînent tous là, ils lèvent leur verre, c'est la fin du voyage de 2 jours, et après tout le monde rentre à Kiev, et tout le monde prend un train pour aller en Pologne, puis après un avion jusqu'à l'Amérique latine, l'autre va à Paris, le 3e se rend à Bruxelles, et pendant qu'ils trinquent à la fin de ce voyage, ils sont en train de trinquer, et tout d'un coup, ils ont à peine le temps de voir une ombre noire, et il y a un missile scolaire qui tombe sur la pizzeria, qui fait une 30aine de morts, et ils étaient 5 à table, et la seule qui meurt, c'est Victoria Mina. Et c'est là que c'est vrai que ça m'a bouleversée, parce qu'elle venait, 2 jours avant, elle avait publié le journal de cet écrivain, Volodymyr Makulenko, et elle avait voulu, comme tu le disais, le faire profiter de sa notoriété. Tout d'un coup, c'est ça le drame de l'histoire, c'est que cet écrivain n'était pas très connu, il rêvait de gloire, et au fond, son grand livre, c'est son livre posthume. Son grand livre, c'est ce journal d'occupation inachevée. Donc elle a voulu lui rendre justice en emmenant avec elle au fait de la gloire, et d'une certaine manière, dans une sorte de pacte faustien qui se serait noué entre l'un et l'autre, il l'a entraîné dans la mort. Voilà. Et donc, 2 écrivains, parmi les centaines d'autres qui sont morts en Ukraine, voilà, ont disparu.
La force de votre ouvrage, c'est qu'on connaît la fin dès le début, hein, dès la première page. Mais en fait, au fil de l'ouvrage, on se dit non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et puis à la fin du livre, bah si, on arrive dans cette pizzeria. Et là, on est encore là, mais non, il va tomber à côté ce missile. Évidemment, oui, non. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est au fond, ces protagonistes sont comme vous et moi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a la directrice du musée de la littérature de Kharkiv qui dit ça, qui dit quand les premiers missiles tombent sur Kharkiv en février 2022, elle dit mais je sais pas à quoi ça ressemble la guerre. Et elle fouille dans ses souvenirs cinématographiques et dans les livres qu'elle a pu lire. Elle cite Hemingway, etc. Elle se dit mais elle n'ose pas ouvrir la porte, elle ne sait pas à quoi ça ressemble la guerre. Et en fait, ces gens-là sont comme vous et moi. Et j'ai voulu, effectivement, je me suis attardée sur la scène du missile qui tombe sur la pizzeria, parce qu'en fait, elle m'a été racontée après par des survivants. Et c'est exactement comme si un missile nous tombait sur la tête, là, en ce moment, quoi. Et ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que la guerre, comme nous. Et j'ai voulu savoir ce que ça pouvait faire de se retrouver dans cette situation. Alors ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on est dans des régions, dans des villes très proches du front, donc très proches de la ligne de front du Donbass. Donc on vit ça, la peur, les exactions, les violences des Russes, etc. Et vous rencontrez donc des gens remarquables. Par exemple, vous venez de la citer, la directrice du musée de la littérature de Kharkiv, ou bien cette femme Yulia qui est dans le même village que Volodymyr, qui est son amie, qui elle aussi tient un journal, qui tient à bout de bras la bibliothèque. C'est une femme extrêmement touchante et hier soir on en a parlé un petit peu, vous me disiez que vous conversiez encore avec elle. C'est tous ces gens, comme vous et moi, comme vous dites, qui vivent au jour le jour cette guerre-là. Oui, c'était ces soutiers de la gloire, ces gens qui résistent à l'échelle soit d'un jardin comme Volodymyr, soit d'une bibliothèque comme il y a la bibliothécaire, soit vous avez parlé de la directrice du musée de la littérature qui m'a bien raconté comment sa seule obsession, alors que les obus tombaient partout, c'était de sauver sa collection de livres. Et dans la collection de livres, il y avait les livres qui avaient été sauvés déjà en 1930 de la destruction. Donc elle n'a plus qu'une obsession, c'est de mettre ça dans des boîtes et de s'enfuir de Kharkiv pour sauver et les mettre en lieu sûr. On dirait un film, hein. Ils prennent un train de façon secrète, personne ne sait la destination. Oui, alors ils sont tous serrés, elle est dans un compartiment, elle a mis des boîtes d'archives partout, donc ils ne peuvent même pas s'asseoir. Et tout d'un coup, elle voit je me souviens, elle me raconte qu'elle voit dans le couloir du compartiment un couple assis dans le couloir avec un bébé et un chien. Et le bébé pleure, etc. Elle dit, bon, bah, prenez le compartiment, et il y a le chien qui marche sur toutes les boîtes d'archives qu'elle est en train de transporter incognito. Elle me racontait ça, elle me dit c'était comme un roman. Et moi, j'avais pensé, je me suis dit, c'est une scène de Kundera, ce chien qui court sur les caisses. Et effectivement, cette bibliothécaire, la bibliothèque a une place très importante en Ukraine parce qu'on peut tout y faire. On peut ouvrir pour les personnes âgées, je sais pas, une adresse mail, elle prend des billets de train pour tout le monde. Et c'était une bibliothèque très chaleureuse dans laquelle elle a mis toute son âme, son argent aussi. Son argent aussi, avec un bon fond de livres. Et moi, quand je suis arrivée là, on était en décembre 2022, j'ai des photos dans mon téléphone, j'ai ce spectacle de désolation, et elle est perdue. Et moi j'ai oublié, mais elle m'a dit comme ça qu'une forme d'amitié s'est née parce que j'étais totalement désespérée pour elle. Et j'ai oublié ça, mais parce qu'il y avait des graffitis aussi, des grands Z noirs qu'on connaît partout sur les murs. Tout était... non mais c'était affreux. Et il y avait encore les matelas déposés par les soldats russes. Et elle m'avait dit, c'est fini. Et j'ai dit, mais non, mais vous allez... J'ai dit ça comme vous diriez tous, j'ai dit mais non mais vous allez la reconstruire votre bibliothèque, et elle me dit aujourd'hui, c'est gentil que ça a été important pour elle, mais ce qui est vrai c'est qu'elle est toujours dans son village, elle a complètement refait sa bibliothèque et on est resté en contact, et quand du coup je lui ai dédié le livre, donc je tiens un petit peu au courant, son mari était au front, il a été blessé, il est à l'hôpital de Kharkiv, et quand on est arrivé ici, dans la nuit, il se trouve que sur mon téléphone j'ai gardé les alertes pour maintenir un lien. J'ai enlevé le son, mais je sais comment l'Ukraine est attaquée, les villes sont attaquées. J'avais vu Kiev, et effectivement il y a deux jours, là, il y a une nuit épouvantable, et le matin, je m'apprêtais à envoyer un texto aux quelques personnes que je connais là-bas, et le premier message que je vois, c'était Yulia, la bibliothécaire,
il me dit « J'espère que le lancement de votre livre s'est bien passé. » Et j'étais sidérée, et vraiment j'étais sidérée, j'ai dit « Mais moi j'allais vous demander des nouvelles, comment était la nuit ?» Elle m'a dit « La nuit a été épouvantable, on entendait des obus toute la nuit. Heureusement j'étais à l'hôpital près de mon mari, c'est un lieu sûr. » Et du coup, c'est vrai que maintenant, chaque fois qu'il se passe quelque chose, je lui envoie des nouvelles parce qu'elle me dit « Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait de savoir, on peut penser à moi. » Donc du coup, j'ai fait la photo du magazine, là, et je lui ai envoyé ce matin, et elle a dû le traduire par Google Trad, et elle était aux anges. On parle d'elle. Ouais, le livret lui est dédié, là, c'est extrêmement touchant. Je voudrais un tout petit peu qu'on parle de ce que vous avez vu quand même. Hein. Il y a des paysages de désolation encore, par exemple à Izium. Qu'est-ce que ça fait quand, comme vous l'avez dit au départ, on n'est pas reporter de guerre, on n'est pas habitué. Est-ce qu'on ressent cette violence-là? D'abord, un reporter de guerre, en fait, je pense que c'est une notion qui évolue. C'est comme je dis, je ne suis pas reporter de guerre, c'est que je ne vais pas sur le front. Mais aujourd'hui, le front n'a pas la même signification qu'avant. Depuis la guerre en Ukraine, on sait que tout a changé, c'est une révolution technologique. Aujourd'hui, les drones ont pris le dessus sur l'artillerie, sur les armes lourdes. Et la portée d'un drone aujourd'hui en Ukraine, enfin des drones russes, c'est 60 à 70 km. Donc, une ville comme Kharkiv, qui se trouve à 30 km de la frontière russe, est-ce qu'elle n'est pas au fond, elle est sur le front. Et ce qui m'a frappé de fait en revenant en décembre à Kapitolivska, où j'étais à Kharkiv, et en prenant la route, j'étais avec un traducteur et avec un photographe avec qui je voyage souvent, Guillaume Herbeau, et on prend la route de Kharkiv, et en fait je leur ai dit, vous voulez pas m'accompagner avec Akilka, il faudrait que j'y retourne pour mon livre, il manque des scènes et tout ça. Et donc ils viennent avec moi, et en prenant la route, au bout de 15 km, on s'est retrouvés sous les filets, les fameux filets anti-drone. C'est comme ça qu'on les a découverts d'ailleurs, il n'y avait pas tellement d'articles encore. Et on est arrivé à Kapitolivska, donc le village n'est pas recouvert, mais toute la route qui y mène ici. Et la mère de Volodymyr m'a dit, il y a 2 jours, elle m'explique, il y a 2 jours, il y a deux messieurs qui coupaient du bois à l'entrée du village, ils ont été tués par un drone. Donc en fait, ils sont libérés depuis septembre 2022, mais le danger se rapproche à nouveau. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en fait je suis comme les Ukrainiens, comme j'y connais rien à la guerre, et ben j'apprends le nom des missiles, je deviens assez experte en armement, je n'avais pas prévu ça dans ma vie non plus, mais on est obligé, quoi. Alors évidemment beaucoup moins que les Ukrainiens, les enfants ukrainiens ils savent tout, et moi j'ai simplement une alerte sur mon téléphone pour prévenir des bombardements, mais je vois bien qu'autour de moi, tous les Ukrainiens, ils en ont 4 ou 5 beaucoup plus sophistiqués, ils piratent les trucs de l'armée ukrainienne pour être... et puis ils sont aussi parfois plus fatalistes, parce que voilà, descendre 3 fois dans l'abri dans la nuit, au bout d'un moment, on en a forcément marre. Ariane Chemin, est-ce que vous avez fait une enquête ou recueilli aussi des témoignages sur la mort de Victoria? Vous racontez qu'un Ukrainien a été arrêté et condamné pour trahison, puisque bien sûr on a cherché à savoir pourquoi ce missile était tombé précisément sur cette pizzeria. Cet Ukrainien aurait donné des renseignements à l'ennemi, donc aux forces russes, moyennant rétribution. Vous rencontrez des gens remarquables, mais la guerre c'est moche aussi, et il y a aussi des traîtres. Des traîtres. Oui, des traîtres. Mais c'est aussi dans le titre La guerre se sent de l'eau propre, j'ai voulu aussi, parce qu'en compulsant ces rapports d'ONG qui sont extrêmement bien faits, j'ai découvert par exemple que Volodymyr, il n'est pas arrêté par hasard. Dans le rapport, on voit que les Russes qui occupaient le village, ils l'appelaient celui de Maïdan, c'était son nom. Ils savaient qu'il avait été à Maïdan et ça suffisait pour le faire condamner. Voilà. Et donc dans ces rapports, on voit aussi le nom des officiers russes qui ont décidé d'arrêter un tel, de tuer un tel. Et donc c'était aussi l'idée de donner aussi les noms des responsables, les noms des Russes. Donc dans le rapport, il y a des photos, alors on voit plein d'officiers russes avec des tas de barrettes, qui sont en général très gros. Ça c'est nul de dire ça parce que c'est un délit de faciès, mais bon, ils sont tous rouges et très gros. Et on voit que ce sont eux qui ont donné l'ordre de lancer un missile Iskander sur la pizzeria. Et les rapports sont intéressants aussi parce que, notamment le rapport terrible, parce qu'en fait c'est l'ONG pour laquelle travaillait Victoria Nuland qui fait le rapport. Donc en préambule, ils disent c'est pour nous le rapport le plus compliqué que nous ayons à faire, puisque nous allons faire un rapport sur le crime de guerre qui a tué l'une des nôtres. Bon.
Et dans le rapport, à un moment, il devient presque, on dirait presque une disserte de philo, parce qu'on se rend compte qu'était prévu l'anniversaire d'un officier ukrainien au sous-sol de la pizzeria. Et du coup, je trouve que c'est très bien fait les rapports, parce que ça n'occulte rien. Et les personnes qui ont écrit le rapport disaient, au fond, alors est-ce qu'on va pouvoir le qualifier de crime de guerre, puisqu'il y avait cet anniversaire d'officiers ukrainiens? Est-ce que quand on bombarde un wagon de train où se trouvent 2 officiers ukrainiens, mais que le reste sont des civils, est-ce que c'est un crime de guerre? Donc il se pose plein de questions. Et c'est aussi intéressant, donc c'est fait comme un rapport extrêmement, comme une enquête de police, un peu, avec 1000 témoins. Mais en même temps, il y avait des choses qui me troublaient. Par exemple, j'ai lu ce rapport sur la pizzeria. La pizzeria, je suis retournée la voir en décembre à Kramatorsk, qui est aujourd'hui quasiment une ville vide. On sent que, on a l'impression que c'est une ville qui attend son siège. Et alors, la pizzeria, elle est toujours là, debout, brûlée. Et il y a les photos de la trentaine de personnes qui sont mortes dans la pizzeria. C'est terrible, quoi. Et c'est dans le rapport que j'ai vu, par exemple, qu'à un moment, il y avait une sorte de géolocalisation avec l'adresse de la pizzeria. Et la pizzeria, elle était rue Vasil Stous. Et Vasil Stous, c'est un grand poète ukrainien du XXe siècle, qui était le poète préféré de Victoria et le poète préféré de Volodymyr. Et rien de... Bon, évidemment, tout ça, c'est de la pure coïncidence, mais je voyais le nom de ces historiens, de ces écrivains partout, et ça m'a rappelé le fait, c'est aussi une histoire très particulière, l'Ukraine, on dit que l'Ukraine, elle s'est fabriquée autour de figures littéraires, de figures de poètes. Quand il y avait des timbres, les timbres, c'était jamais des politiques, c'était toujours des écrivains. Et la poésie est partout, le nom des écrivains est partout. Il n'y a pas une cour d'école sans une statue de Tchevchenko, qui est le grand poète du XIXe siècle. Et donc, il y avait quelque chose de troublant de voir que cette pizzeria, bah oui, elle était précisément dans une rue qui portait le nom de ce poète fétiche de Victoria Amelina. Aujourd'hui, Victoria, en Ukraine, sa tombe est visitée, son nom est porté. Cette histoire est assez largement connue des Ukrainiens, parce que ça a beaucoup ému. D'abord parce que quand l'obus est tombé sur la pizzeria, elle est restée dans le coma pendant 3 jours et l'Ukraine était un peu suspendue au sort de Victoria Amelina. Je pense que si j'avais été ukrainienne, j'aurais écrit ça de manière beaucoup plus lyrique. C'est-à-dire que je vois bien ce qui s'en dit en Ukraine, c'est la littérature est plus forte que la guerre. Regardez, les livres vivent. Et d'une certaine manière, parler d'eux, c'est aussi refaire un livre sur eux, c'est aussi continuer à les faire vivre. Mais ce n'est pas ce que j'ai écrit, parce qu'au fond, quand j'ai été voir la tombe de Victoria Amelina à Lviv, que j'ai vu cette tombe de terre avec beaucoup de fleurs, je dois dire, et puis il y avait un verre à pied qui était posé avec des stylos. Et je ne peux pas dire que la littérature... J'aimerais dire que la littérature est plus forte que la guerre, mais en voyant ce pot de crayon, j'avais du mal, à vrai dire. Merci beaucoup, on va continuer cette discussion, mais peut-être que je peux donner la parole au public. Je vois déjà une main qui se lève. La question est simple. Comment acheminer votre point de vue sur les Russes en pensant aux Russes il y a 100 ans, il y a 50 ans et d'aujourd'hui? Et d'autre part, est-ce que vous avez été confronté à la mafia vous parliez des traîtres, mais est-ce que vous avez été confronté à la mafia qui existe, et en Russie, et en Ukraine également? Et en Russie. Oui, et en Russie, oui. Alors écoutez, moi il se trouve que je ne suis pas du tout russisante, j'ai pas fait d'études de russe, etc. Et que je n'ai peut-être pas ce tropisme qui est très particulier à la France. Vous savez qu'en France, il y a eu une sorte de russophilie qui vient beaucoup du monde intellectuel, l'Académie française, les écrivains, il y a une fascination pour la Russie. Et qui vient aussi du monde politique, puisque en France, ce sont les extrêmes qui sont pro-russes, l'extrême gauche et l'extrême droite, plutôt, au départ, par anti-américanisme primaire. C'est comme ça que ça s'est fait, la russophilie en France. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas du tout été victime de ça. D'une certaine manière, j'étais un peu vierge de ça, parce que c'est pas mon monde, parce que je n'appartiens pas au monde intellectuel. Voilà. Et au contraire, j'étais toujours très intéressée par la propagande, la manière dont la propagande russe était puissante en France. Je me souviens d'avoir été à Saint-Nazaire en 2014. C'était François Hollande qui était président de la République. Il était question de vendre des Mistral à la Russie. Et j'avais été très frappée par ce reportage parce que, évidemment, Saint-Nazaire, ça vit sur son industrie navale. Et donc, évidemment, les syndicats, tout le monde voulait vendre les Mistral à la Russie.
Et j'avais été voir le directeur de Ouest France, qui est un grand européen, pour parler de tout ça. Il m'avait dit, je me souviens de cette phrase parce qu'il m'avait dit, non mais vous vous rendez compte, je vais faire un éditorial pour dire qu'on ne peut pas vendre ces Mistral, parce que vous imaginez l'air qu'on aura si jamais un jour leur canon était pointé sur Mariupol. Et je me souviens que je ne savais pas où était Mariupol et j'avais été regarder dans le dictionnaire. Et quand je repense à cette phrase, je me dis, mais ce type était formidable, quoi. Il avait tout compris. Et je dois dire que François Hollande avait pris une bonne décision en décidant de ne pas vendre les Mistral à la Russie. Donc la propagande russe, elle est très forte, y compris dans les... On voit bien au tout début de la guerre en Ukraine, le risque pendant 3 mois, après que Emmanuel Macron prenne ce problème à bras-le-corps et devienne l'allié de Zelensky, on a quand même entendu pendant 3 mois les peuples frères, il ne faut pas humilier la Russie, il faut faire attention à Poutine, il ne faut pas le brusquer. Enfin, tous ces trucs qui étaient complètement insensés quand on y réfléchit aujourd'hui, mais ça montre que ce sentiment pro-russe est très fort en France. Donc, moi, la mafia, si j'étais à Odessa, effectivement, on sait qu'à Odessa, il y a une grosse mafia, etc. Je ne nie pas du tout qu'il y ait un problème avec les oligarques ukrainiens, mais ils sont quand même moins puissants que les oligarques russes, et que c'est quand même un pays qui essaye de se défaire de sa corruption, des corruptions endémiques depuis la chute de l'Union soviétique, qui essaye de s'en défaire, parce que moi je me souviens très bien que j'étais en juillet dernier à Kiev, et il y a eu ces fameuses manifestations parce qu'il y avait un projet de loi qui devait être voté par le Parlement ukrainien et qui dédouanait un peu les oligarques. Et j'étais fascinée de voir comment, dans un pays en guerre, avec un couvre-feu à 23h, l'ensemble, c'était très jeune de manifestation, tous ces gens qui allaient manifester sous le palais présidentiel, et ça a marché d'ailleurs, hein, puisque le projet de loi a été retiré, et donc on voit quand même aussi une très jeune démocratie qui a envie de se débarrasser de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, c'est une question sur... Est-ce que tu veux te lever? Je peux me lever, ouais. Est-ce que pour que tout le monde entende? Non, c'est une question sur la torture des prisonniers ukrainiens. J'ai lu un article que vous avez publié dans Le Monde sur ces soldats qui reviennent avec mutilés, parfois le front gravé d'une croix gammée ou avec des cicatrices indélébiles faites au bistouri électrique. Et ça ressemblait quasiment à des scènes de films de Tarantino. Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est plus anecdotique? Non, les prisonniers de guerre qui rentrent en Ukraine, ils sont dans un état épouvantable. Et en fait, il y a c'est d'ailleurs les seuls peut-être progrès qu'il y a eu dans les négociations entre Moscou et Kiev, c'est ça, le retour de prisonniers, les échanges de prisonniers. Et les échanges de prisonniers, c'est atroce parce qu'il y a toute une sorte de... C'est installé en Ukraine une sorte de petite famille. Ils se connaissent tous entre eux de familles qui ont des prisonniers ou des disparus en Russie. Ils se connaissent tous, ils font des réunions entre eux, etc. Et quand on annonce un retour de prisonniers, l'armée ukrainienne, elle appelle les personnes dont elle sait que les membres de la famille seront dans le bus qui arrive. Mais l'attente, et les familles viennent quand même, parce qu'ils disent, on ne sait jamais, je vais peut-être avoir un petit renseignement sur mon fils, sur mon amoureux, sur mon frère, etc. Donc voilà, j'ai assisté à ça pendant une journée, c'est terrible, parce que les familles sont là avec des posters, des t-shirts flanqués avec la figure du disparu. On attend le bus pendant 5-6 heures, le bus arrive, on voit les soldats qui sortent, mais dans un état atroce, ils ont perdu chacun 40 kilos, et surtout ils ont le visage et la tête baissée, parce qu'ils ont eu l'habitude dans les prisons de baisser la tête, comme ça. Parfois, j'ai assisté à des scènes où je me souviens très bien qu'il y avait une jeune fille qui s'était fait la plus belle possible, elle avait un short rose, une chemise rose, elle était sublime et elle attendait son amoureux, et son amoureux est sorti et ne l'a pas reconnue. Et cette scène était atroce, il ne la reconnaissait pas. Et alors après, les soldats sont emmenés et ils ont une sorte de visite de check-up médical, on leur donne à manger, et après, quand ils sortent, se passe une espèce de rituel que j'ai eu du mal à comprendre au début, où on entend, où toutes les femmes de prisonniers qui n'ont pas reconnu, ou leurs sœurs, dont ils s'aperçoivent que leur proche n'est pas dans le bus, elles crient des noms. Et ce sont des noms de brigades, en se disant, dans les prisonniers qui vont sortir, peut-être qu'ils vont entendre brigade 39, s'il est dans la brigade 39, il pourra me dire s'il a vu mon fils ou mon mari, etc. Mais ils sont dans un tel état qu'ils ont même du mal à répondre à ces chiffres annoncés comme ça. Une question, est-ce qu'ils attendent de nous ça au niveau de l'Europe, de la France, Beaucoup.
Alors, les 3 premiers mois de la guerre, justement, j'en parlais quand il y a eu des hésitations au niveau de l'Élysée. Il y a un néologisme qui s'est installé en Ukraine, c'était macroner. Et macroner, ça veut dire hésiter. C'était ce mot qu'on entendait. Et alors, évidemment, toi, tu le sais, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de couvrir une guerre quand on est du bon côté. Quand on est français, on est du bon côté. Ils aiment Macron, ils aiment la France. C'est l'histoire de la bibliothécaire Yulia, je pourrais lire les messages, mais elle dit c'est tellement important d'imaginer que vous en France vous allez parler de nous cet après-midi, etc. Vous pensez à nous. Donc ils aiment la France et ils aiment l'Europe, évidemment. Il y a eu une forme, je me souviens aussi très très bien lors des élections américaines, juste avant l'élection de Bush, lors des primaires en fait, je me souviens de m'être retrouvée à Kharkiv justement à une table, et en fait les gens parlaient des élections américaines et des midterms américaines comme si ils étaient américains, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur de savoir qui allait, enfin ils attendaient le résultat des élections, et donc ils faisaient leurs calculs eux-mêmes en disant alors dans tel comté, là normalement ça devrait passer, et j'avais l'impression qu'ils étaient plus américains que des Américains, et en tout cas ils connaissaient beaucoup mieux la situation électorale américaine parce que leur survie dépend de ça aussi. Donc, alors comme les Ukrainiens, c'est un peuple très critique, ils ont vraiment Zelensky à l'œil, c'est-à-dire que dès qu'il fait un truc qui ne leur plaît pas, la presse ukrainienne est très, très, très impertinente et très libre. Donc, mais en revanche, je me souviens très bien de la scène du bureau ovale, quand Zelensky était allé rencontrer Donald Trump. Là, toute l'Ukraine était derrière lui. Toute l'Ukraine le défendait. Ce qui ne les empêche pas, quelques mois plus tard, d'être plus critiques, notamment quelques mois après, il y a eu ces fameuses manifestations à cause du projet de loi. Et donc c'est quand même une démocratie jeune et vivante, je dirais. Moi j'ai une question sur... Il y a eu plusieurs affaires de corruption, dont une récemment dans l'entourage de Zelensky. Je pense que ça peut le faire tomber. Et si oui, qui est-ce qui viendra à la place? Parce qu'on ne peut pas faire des élections. Enfin, c'est quoi En fait, il s'est séparé de son numéro 2, effectivement, voilà, et là, il y a un scandale de corruption qui commence à devenir un peu inquiétant. Et donc, quand je parle aux Ukrainiens, je leur dis, mais attendez, mais il pourrait être touché, etc. Ils disent, on en prendra un autre. Ah, c'est normal. Ouais, ils disent, on en prendra un autre. Mais c'est vrai que pour l'image de l'Ukraine, ce serait catastrophique, parce que, évidemment, parmi l'argumentaire pro-russe le plus fréquent, parce qu'il y a quand même des gens qui sont... Zelensky, il y a des gens qui le haïssent. Et dans l'argumentaire pro-russe le plus fréquent, c'est toujours, c'est quand même un peuple corrompu, c'est quand même un peuple, il y a des oligarques, alors moi je réponds mais on l'a honoré, j'essaye de... mais c'est vrai que c'est un pays moins corrompu que la Russie, mais évidemment que la Russie est son sang direct. Oui. Mon idole. Oui, j'y ai pensé beaucoup parce que j'adore cet auteur. Ensuite, j'avais évidemment lu ce livre qui, à l'époque, avait dérouté beaucoup de gens quand elle racontait la guerre en racontant la souffrance des arbres, en racontant la souffrance des animaux. Et quand on voit l'importance qu'ont les animaux domestiques en Ukraine, où des gens sont capables de risquer leur vie ou de risquer dans un village parce qu'ils ne veulent pas laisser leur chien ou leur chat, etc., évidemment que j'y ai pensé. J'ai d'autant plus pensé que juste en 2022, j'étais allée dans un village où il y avait des déplacés de Tchernobyl. Et ce village a été occupé à nouveau en 2022. Je me disais, c'est vraiment la double peine. Et j'avais rencontré une femme qui avait vécu 2 mois dans son cellier, parce qu'il y a beaucoup de caves et de celliers dans les jardins en Ukraine. Et elle m'avait montré exactement le fauteuil qu'elle avait installé. Il faisait moins 10 degrés dans le cellier. Elle vivait sur les bocaux qu'elle avait de fruits et de légumes qu'elle avait fait, etc. Et je lui dis, et elle m'a dit, mon fils et ma fille me disaient, viens maman, on t'emmène. Et elle m'a dit, je ne voulais pas à cause de mon chien. Et je lui dis, donc vous êtes... Elle m'a dit oui, elle m'avait dit, et j'ai pensé à Alexievitch, elle m'avait dit, je vais vous dire pourquoi je suis restée avec mon chien. Parce que quand j'étais petite fille, j'avais 8 ans, j'étais à Tchernobyl, il y a eu la catastrophe. Et au début, évidemment, pendant 2 jours, on a dit que c'était pas grave, tout le monde restait là. Enfin, bon, et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était la catastrophe. Donc on a dit à tous les habitants de son village de partir. Et elle m'a dit, on lui disait, vous partez, mais vous laissez vos animaux. Et elle m'a dit, toute ma vie, j'aurai dans ma tête l'image de la voiture avec mon père qui conduisait, ma mère, mes 2 frères et moi derrière, et le chien qui hurlait à la mort derrière. Elle m'a dit, j'ai pas voulu vivre ça une seconde fois. Donc j'y ai pensé une première fois comme ça, effectivement, parce que
j'ai une immense admiration pour elle. Et puis aussi, parce qu'on m'a fait beaucoup de récits, parce que aussi elle raconte cette guerre qui a été pas mal occultée par la propagande soviétique jusqu'en 91. Donc notamment Victoria Amelina, elle s'était plongée dans l'histoire de Tchernobyl, de sa ville. Elle habite à Lviv, elle commence à lire les livres de Snyder, de Timothy Snyder, et puis elle a lu Retour à Lemberg, et elle s'est dit mais comment se fait-il que je vis dans une ville dont on me dit que c'était une des plus grandes villes juives d'Europe et que je n'ai aucune plaque, il n'y a pas de trace de synagogue, qu'est-ce qui se passe? Donc elle se plonge là-dedans. Et alors, l'autre chose peut-être qui me faisait aussi penser à l'activiste, c'est que j'ai essayé de mettre le plus de détails possible. Alors évidemment, le téléphone, ça aide beaucoup quand on a un reportage. Par exemple, quand je suis rentrée dans la bibliothèque de Yulia, j'ai tout pris en photo pour pas oublier et je voulais m'en souvenir. Et notamment, je me souviens très bien qu'il y avait un préservatif par terre qu'avaient oublié les soldats russes avec écrit « L'amour à la russe » dessus. Je m'en souviens et je l'ai... Voilà. Et en fait, j'ai fait aussi peut-être... Il y a peut-être même une surdose de détails, mais ça répondait à un objectif très précis qui est que face à la propagande russe, il faut être précis. Parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas eu d'obus sur la maternité de Mariupol, relayé par Ségolène Royal par exemple, eh ben, il faut être ultra précis, il faut arriver avec des détails, etc. Et donc je voulais surdocumenter la mort et de Victoria et de Volodymyr. J'avais une question aussi sur la question des enfants ukrainiens qui ont été enlevés et qui ont été envoyés en Russie. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez pu avoir l'occasion de travailler? Est-ce que vous savez si c'est un phénomène qui s'arrête, qui s'enraye, et si on arrive à les récupérer d'une manière ou d'une autre? Alors évidemment, comme je suis comme vous, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, etc. Mais j'ai jamais enquêté dessus. Et je pense que je n'imagine pas une seconde que ce soit faux, mais je n'ai pas de détails supplémentaires par rapport à ce que vous avez pu lire. J'aimerais bien d'ailleurs un jour m'y intéresser, mais j'ai pas du tout travaillé là-dessus. Okay. En revanche, vous en parlez un petit peu dans votre ouvrage. Ce qu'on entend et ce qu'on sait, c'est que Moscou, les forces russes tentent de désukrainiser, je ne sais comment dire, de rééduquer les enfants dans les écoles, d'effacer la culture. Ça, c'est extrêmement présent. C'est-à-dire effacer l'identité russe, c'est assez frappant. Oui. Oui, ben, c'était au fond, on parle toujours de ce mot de résilience qui est un mot d'abord psychologie, puis qui est devenu presque un terme politique aujourd'hui. Puis quand on parle, moi j'aime pas trop quand on parle de la résilience des Ukrainiens parce que je trouve ça un peu abstrait. Et en même temps, ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est ça. La résilience, c'est rester. C'est l'idée de donner de manière très concrète la réponse à ça. Et dans les réponses possibles, effectivement, c'est ça qui m'a frappé en fait. La bibliothèque, j'ai consacré beaucoup de temps à ça parce que c'était pas n'importe quoi qui était déchiré, c'était pas n'importe quoi qui était brûlé. Les livres russes ne l'étaient pas. D'ailleurs, j'ai pu découvrir tous ces livres français traduits en russe que nous on lit plus beaucoup, comme Angélique Partie des Anges, etc. Il y en avait partout dans la bibliothèque en russe, mais ça c'est très. Mais j'ai bien vu que tout était choisi, quoi. Tout était choisi. Et le seul fait pour Volodymyr de parler russe, de parler ukrainien dans son épicerie, ça a suffi à alimenter des ragots et ça s'est terminé par son arrestation contre 2 paquets de cigarettes et une bouteille de vodka. Est-ce que peut-être pour terminer, je vais lire un tout petit extrait justement du journal de Volodymyr. Ça me donnerait une petite idée aussi. Parfois nous plongeons dans nos pensées 1 heure ou 2 et se devinent nos propres songes. Au début, je rêvais de chiffres, du vieux calendrier de mes amis, mais je voyais aussi nos gars que j'accueillais, que je serrais dans mes bras. Je ne veux pas imaginer ce qui pourrait leur arriver. Les premiers jours de l'occupation, je me sentais mal, à moitié mort de faim. Maintenant, je m'habitue. Je travaille un peu dans le jardin et j'ai même rentré des pommes de terre de la cave à la maison. Les oiseaux gazouillent le matin, mais seulement le matin. Et l'après-midi, les corbeaux eux-mêmes ne croassent plus comme avant. La musique que j'avais enregistrée sur mon portable avant la guerre égaye les soirées. Aujourd'hui, pour la journée de la poésie, une petite formation de grues en V m'a salué et dans leurs cris, j'ai cru entendre « L'Ukraine vaincra, je crois en la victoire ».